message qu'il faut véhiculer dans une entreprise. On revient sur notre plateau avec notre second invité, Modibo Mao Makalou, économiste, avec qui nous allons parler des 277 milliards et non 227 milliards que l'État malien a levé sur le marché. Alors, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une prouesse d'avoir réussi à lever 277 milliards? Merci Alexis et bonsoir à vous, mes collaborateurs, et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. D'abord, que l'émission de titres publics, ça se fait par les États, donc ce sont des obligations souveraines. Mais c'est la première fois que l'État du Mali lève une telle somme. Mais il faut dire aussi que nous avions été sanctionnés depuis le 9 janvier 2022. Donc ça faisait 6 mois que le Mali ne faisait pas partie des pays qui étaient au programme pour lever de l'argent. Donc il fallait combler ce retard. Et évidemment, il y avait des arriérés de paiement, il y avait aussi des intérêts de retard, il fallait combler tout cela. Effectivement, l'État du Mali, sous la responsabilité du ministre chargé des Finances et à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a émis un titre public de 270 milliards le 9 août 2022. Et finalement, les investisseurs ont souscrit 277 milliards. Ouais. C'est important. 277 milliards et un peu plus que 277 milliards d'heures. Et effectivement, l'État du Mali a décidé de prendre la somme souscrite. Donc, et vraiment, c'est un événement historique parce que d'abord, ça permet d'apurer les arriérés de retard, de paiement de retard, et puis aussi les intérêts de retard. Parce que ça permet aussi de faire savoir que l'État du Mali n'était pas réellement en défaut de paiement. Parce que vous savez ce qui s'est passé qui est très grave, c'est que la note souveraine de notre pays avait été dégradée. Et quand votre note souveraine est dégradée, ça veut dire que, et effectivement, on avait été classé hautement, la dette du Mali hautement spéculative. Bon, ça veut dire que si un investisseur vous prête de l'argent, il y a des chances qu'il ne puisse pas être remboursé. Et on était dans cet état de cause. Et quand les sanctions ont été levées le 3 juillet, évidemment, la bourse du marché financier régional a donné son accord pour que le Mali puisse lever de l'argent encore. Et effectivement, donc, le Mali s'est mis à jour. Et les investisseurs ont fait confiance au Mali parce qu'ils ont quand même souscrit à la demande du Mali. Et je pense que c'est une très bonne chose pour notre pays et pour notre sous-région. Parce que le marché financier, il est sous-régional. C'est l'ensemble des 8 pays. Oui, mais en même temps, une très bonne chose, vous dites, on s'endette pour payer des dettes. Est-ce que c'est logique? Mais écoutez, vous savez qu'en 2021, on était déjà endettés. Donc on leur devait déjà de l'argent. On devait déjà de l'argent, mais on nous empêchait de rembourser. Parce que le 10 janvier déjà, c'est-à-dire le lendemain de la sanction, le ministre des Finances avait déjà essayé de rembourser une échéance et on lui a dit non, tu ne peux pas rembourser. Après, il a essayé d'emprunter 30 milliards, on lui a dit non, tu ne peux pas emprunter non plus. Donc, on avait été exclus du système financier. C'était ça le hic. Bon, écoutez, quand vous devez de l'argent, le plus important, c'est que vous puissiez rembourser, parce que c'est la crédibilité même du marché financier. Parce que le marché financier, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise les ressources, et puis il les dispatche entre ceux qui en ont besoin et ceux qui veulent prêter et ceux qui veulent emprunter. Oui, en parlant de crédibilité, disons, on peut l'observer dans notre cas à partir des souscripteurs. Qui a souscrit? Mais pratiquement tout le monde a souscrit parce que mais ceux qui des particuliers, des... Non, les investisseurs, les investisseurs sont des nationaux, des sous-régionaux et des étrangers. Parce que c'est un marché sous-régional et le marché sous-régional, il y a plusieurs acteurs. Vous avez les États qui émettent des titres, donc les 8 États se sont mis ensemble. C'est ça l'avantage un peu, parce qu'on est dans l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, qui a été créée le 12 mai 1962 et qui regroupe les 8 pays qui ont en partage le franc CFA. Donc c'est la zone monétaire CFA. Et le marché dépend de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest,
qui est aussi le conseiller financier des États. Parce que ce qui se passait, Alexis, avant les années 90, c'est que les États empruntaient auprès de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui leur faisait des avances sur les recettes. Mais après, on s'est rendu compte que ça pouvait poser des problèmes parce que la Banque centrale, c'est un peu l'État aussi. Oui. Donc souvent, l'État ne remboursait pas et puis la Banque centrale ne pouvait pas réclamer. Donc maintenant, ils ont décidé à partir de 2001 de mettre en place un marché financier où les États peuvent emprunter, mais auprès des investisseurs, y compris les banques commerciales. Donc ça veut dire qu'en même temps, les liquidités des banques commerciales, les États pouvaient avoir accès à cela, mais aussi les investisseurs d'autres régions pouvaient aussi souscrire. Hein? Donc parce que vous savez, les États sont supposés être crédibles et généralement ne font pas faillite. Donc généralement ils payent toujours. Justement, ces prêts-là sont-ils plafonnés ou c'est au choix de celui ou l'État qui veut emprunter? D'abord, il faut un plan de trésorerie. Il y a ce qu'on appelle la loi de finances. La loi de finances, c'est une disposition constitutionnelle. Chez nous, c'est l'article 70 qui dit que l'État doit déterminer ses ressources et ses charges. Parce que sinon, si on ne détermine pas un budget, bon, c'est la voie ouverte à toutes sortes de choses. Et pour la loi de finances 2022 au Mali, nous avons ce qu'on appelle les dépenses budgétaires qui dépassent les ressources budgétaires d'un montant de 618 milliards. Donc ça veut dire que nous avons un déficit budgétaire. Donc quand vous avez plus de dépenses que vous n'avez de ressources, qu'est-ce que vous faites? Vous empruntez. Et c'est cela qui devient la dette publique. Et cette dette publique, elle est divisée en deux parties. Il y a une dette intérieure qui est libellée en monnaie nationale, y compris pour le marché financier sous-régional. Et il y a la dette extérieure qui est libellée en monnaie étrangère ou en devise. Et donc c'est avec cela que les États peuvent combler leur déficit de trésorerie et entreprendre les dépenses budgétaires parce que, évidemment, les dépenses sont supérieures aux ressources. Quels peuvent être l'impact de ces, j'allais dire, de ces sous, en fait, de ces montants, de ces prêts sur la réponse du gouvernement face à la cherté de la vie? Est-ce qu'on peut s'attendre à un impact entre ces deux événements-là, en fait? C'est une excellente question. D'abord, je vous ai parlé des dépenses budgétaires et je vous ai parlé des ressources budgétaires. Maintenant, le budget doit définir les priorités nationales. Si vous voyez le budget du Mali, le premier budget c'est quoi? C'est la défense et la sécurité combinée. Ensuite vous avez les enseignements, tous les ordres d'enseignement combinés. Et ensuite vous avez l'agriculture, l'élevage et la pêche. Donc ça, ce sont les trois priorités du gouvernement du Mali. Maintenant, si vous avez des ressources pour effectuer vos dépenses, vous les affectez à quoi? À vos priorités. En principe, si vous êtes bien organisé. Mais maintenant, le marché des émissions publiques, il doit avoir, ce que j'avais dit au début, un plan national de trésorerie. Donc l'État doit avoir un peu quelles sont ses recettes et quelles sont ses dépenses. Et en fonction de ça, l'argent qui est levé, c'est des ressources supplémentaires qui viennent. Et ça doit vous permettre de combler votre déficit de financement. Donc maintenant, si vous êtes bien organisé, si vous êtes discipliné, si vous êtes dans l'orthodoxie financière, en ce moment, vos priorités, en fonction de vos priorités, vous allez effectuer ces dépenses, vous allez lever de l'argent en fonction de vos besoins et vous allez effectuer les dépenses en fonction de cela. Et donc, en fonction du calendrier, parce qu'il y a un calendrier d'émission, les États organisés généralement sur une année savent déjà quels sont leurs déficits ou leurs besoins de financement. Donc, chaque fois que vous avez besoin de liquidité, vous émettez, mais il faut que ça se fasse vraiment de manière ordonnée. Et c'est la responsabilité du ministre chargé des Finances de planifier la levée des fonds, donc le calendrier pour la levée des fonds et ensuite pouvoir faire face aux dépenses et aux déficits. Quel est le coût de ces emprunts? Et par rapport, l'autre aspect, par rapport au prêt, disons, à un prêt bilatéral, quel est le coût le moins cher? Excellente question. Les États organisés ont toujours une stratégie d'endettement. Mais ce qui se passe, c'est que la dette extérieure revient moins chère que la dette intérieure. D'accord. Mais l'avantage, c'est que la dette intérieure fait tourner l'activité économique. Ce sont les investisseurs, surtout nationaux.
Parce que les prêts concessionnels, généralement, ce sont les pays qui les font ou les organismes étrangers. Et donc vous allez voir qu'un pays comme le nôtre, le Mali, qui est un pays à bas revenus, ne peut pas aller sur le marché international des capitaux parce que le coût de la dette est assez élevé, c'est au niveau du marché. Donc quand vous êtes en sous-programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, on vous demande d'avoir des prêts à faible taux parce que vous savez, on a eu une crise il n'y a pas si longtemps sur les pays pauvres très endettés. Et il y aura une autre crise encore de l'endettement parce qu'avec la Covid et la guerre en Ukraine, ça va surgir sous peu, à mon avis. Donc ce qui se passe, c'est que pour revenir à notre cas concret, les 277 milliards, le Mali a levé sur plusieurs maturités. La maturité, c'est l'échéance. Donc vous avez ce qu'on appelle les bons du Trésor, qui sont à court terme. Et donc pour cela, le Mali a levé 72 milliards, 232 milliards de francs CFA à 3,59% sur une année. Et ensuite, le Mali a levé 98,401 milliards sur 3 ans, à 6,22%. Et finalement, le Mali a levé 106 milliards 732 millions sur 5 ans, à un taux d'intérêt de 6,32%. Donc vous voyez que chaque échéance a son taux d'intérêt, et ce taux d'intérêt, c'est la rémunération des investisseurs. Oui, mais oui, en fait, vous avez parlé du fait que c'est historique. En fait, vous avez dit que c'est la première fois que le Mali parvient à lever ce montant record. Mais en même temps, en fait, j'ai l'impression que c'est un sujet de joie, on est content, on a atteint ce niveau. Oui, je le sens. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une crainte de voir qu'on va encore plus vers cet état de pays pauvre, encore de plus en plus endetté en fait? Très bien, une très bonne question. Bon, maintenant, pour l'endettement, vous savez, nous sommes dans un regroupement sous-régional, nous sommes dans 2 regroupement, surtout en ce qui concerne la monnaie, l'UMOA que je vous ai dit qui est la zone monétaire, et ensuite vous avez l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est la zone d'intégration économique, mais qui regroupe les mêmes pays que l'UMOA. Ce sont les 8 pays qui ont partagé le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Donc maintenant vous avez, comme on a une unité monétaire commune, le franc CFA, et une banque centrale commune qu'on appelle l'institut d'émission, parce que c'est la banque centrale, les États délèguent à la banque centrale la gestion de leur monnaie, de leurs réserves de change. Les réserves de change, ce sont les stocks d'or, les devises, etc. Donc, c'est l'émission de monnaie, les billets et pièces de monnaie que vous avez dans votre poche, ou que vous n'avez pas dans votre poche. J'en ai un peu. Ça dépend. Comme Alexis perd des milliards souvent. Donc, ils sont émis par une banque centrale, mais cette banque centrale fait de la création monétaire à travers les banques primaires ou les banques commerciales. Par exemple, quand une banque vous prête de l'argent, c'est la banque centrale qui spécifie ce que les banques peuvent prêter. Et la banque centrale aussi fait ce qu'on appelle des injections de liquidité. Donc, elle prête de l'argent à des taux préférentiels aux banques commerciales qui vous prêtent de l'argent à vous et à moi. Donc maintenant, ce qui se passe, pour avoir une monnaie commune, il faut une discipline, il faut une harmonisation des politiques économiques. La politique monétaire et la politique fiscale. Pourquoi la politique fiscale? Déficit budgétaire, si je viens de vous en parler. Quand vous dépensez plus que vous n'avez de ressources, vous avez ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Donc on plafonne cela. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un déficit budgétaire non contrôlé, vous allez vous endetter. Et vous allez vous endetter à perpétuité pour combler ce déficit. Parce que les États peuvent toujours avoir de l'argent. Quelqu'un est toujours prêt à leur prêter de l'argent parce que les États ne vont jamais en faillite. Donc, quand il y a l'orthodoxie économique et financière, on plafonne le déficit budgétaire. Dans notre zone économique, l'UEMOA aussi, c'est plafonné à 3%. Donc le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du PIB. Mais ça avait été suspendu à cause de la Covid parce qu'il faut des espaces budgétaires. S'il y a des dépenses urgentes, évidemment, on ne peut plus être aussi regardant que... Parce que quand il y a une crise,
l'État doit prendre des mesures urgentes, donc doit même emprunter. Maintenant, par rapport à la dette, donc on a ce qu'on appelle les critères de convergence macroéconomique. C'est ce qui permet aux économies d'aller ensemble, d'harmoniser leur politique économique, et c'est ça qui permet d'avoir une monnaie commune. Si vos économies ne convergent pas, vous ne pouvez pas avoir la même monnaie. Par exemple, nous avons en Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, nous avons un taux d'inflation de 7,5% de moyenne, mais le Ghana a 30% d'inflation, le Nigeria a 20% d'inflation. Donc on ne peut pas avoir la même monnaie parce que la monnaie, c'est votre pouvoir d'achat. Donc maintenant, par rapport au déficit, à la dette publique, les critères de convergence aussi, parce qu'il y a des critères de convergence de premier ordre et de second ordre. De premier ordre, il y en a 3 qui sont très importants. Je vous ai parlé du déficit budgétaire qui ne doit pas dépasser 3% du PIB. Maintenant, vous avez aussi la dette publique qui ne doit pas dépasser 70% du PIB. Mais le Mali est l'un des pays les moins endettés dans notre sous-région. Nous sommes à entre 50 et 55% du PIB. Donc nous n'avons même pas atteint le seuil. Et même si nous avions atteint le seuil, tout dépend de la soutenabilité de la dette. Si vous vous endettez, est-ce que vous avez financé des investissements? Est-ce que vous avez dépensé sur des dépenses urgentes? Est-ce que vous avez dépensé sur des priorités du gouvernement? Ou est-ce que vous êtes allé acheter un avion de luxe? Bon, tout dépend de vos priorités. Si vous aviez fait de sorte que ce soit soutenable, que ça puisse produire, que vous avez mis dans des choses utiles qui vous rapportent quelque chose, évidemment, la dette, on la considère généralement comme soutenable et c'est ce qui est recommandé. Mais dans la conjoncture actuelle, parce qu'on parlait de cherté de la vie, on voit que forcément, fatalement, les prix vont augmenter et ça a impacté déjà dans le monde des gouvernements qui n'ont pas pu tenir. On voit que récemment, en Sierra Leone, il y a des manifestations parce que la vie, elle est chère, les populations n'arrivent pas à tenir. Donc, du coup, est-ce que aujourd'hui, on n'a pas des États qui sont condamnés même, j'allais dire encore plus, à s'endetter et à injecter ces montants-là dans des dépenses urgentes qui n'auraient pas existé sans ces crises qui nous impactent, qui nous affectent, alors que nous ne sommes même pas ceux et celles qui en sont les auteurs en fait. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, nous avons plusieurs théories économiques par rapport à cela, mais il faut, comme je l'ai dit, la politique économique, en période de crise, il faut parer au plus pressé. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut faire en sorte... Parce que le mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inflation. Le troisième critère de convergence de premier ordre que j'ai oublié de vous mentionner, c'était l'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est la hausse généralisée des biens et des services. Les prix à la consommation des ménages. Et dans notre sous-région, dans l'UEMOA, on s'est mesuré statistiquement par un indice qu'on appelle l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Et je crois qu'il y a 12 catégories, 15 catégories de produits. Bon, donc, l'inflation est plafonnée parce que il faut vous rappeler toujours que l'objectif de la Banque centrale, c'est non seulement de créer la croissance économique en utilisant le plein emploi des facteurs de production, mais c'est d'assurer la stabilité des prix, c'est-à-dire de maîtriser l'inflation. Donc, dans notre zone, je vous ai dit, un des critères de convergence, c'est que l'inflation ne dépasse pas 3%. Oui. Mais on est à 7,5% au mois de juin. En décembre 2021, nous étions à 6%, donc 2 fois le taux. Mais vous croyez que notre Banque centrale a échoué? Mais je vais vous dire, la Banque centrale européenne, qui regroupe les 17 pays qui ont en commun l'euro, eux, ils ont plafonné l'inflation à 2%. Au mois de juin, vous savez à combien ils étaient? Ils étaient à 8,9%. La Federal Reserve, qui est la banque centrale, l'équivalent de la banque centrale aux États-Unis, avait plafonné l'inflation à 2%. Vous savez à combien ils étaient en juin? Ils étaient à 9,1%. Donc, les banques centrales n'arrivent pas à maîtriser l'inflation dans aucun pays du monde. Maintenant, la réponse c'est quoi? Il y a 2 instruments. Il y a la politique monétaire et il y a la politique fiscale. Mais surtout la politique fiscale parce que ça a un impact immédiat. Et c'est là où vous revenez à la vie chère, les subventions, les exonérations, mais aussi les transferts monétaires.
les chèques qu'on envoie aux citoyens, ou même dans nos pays ici, je crois qu'on a envoyé 90 000 francs à des ménages vulnérables, parce que l'objectif ultime de tout système économique, c'est d'encourager la consommation. Et quand les prix flambent, ce sont les ménages les plus vulnérables qui n'arrivent pas à consommer parce que, évidemment, les prix ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires et en plus, les prix ont augmenté. Et nous aussi, en plus, avec le dollar qui s'est apprécié par rapport à l'euro et au CFA, donc par exemple notre facture pétrolière, non seulement le dollar s'est apprécié, ça nous a coûté cher, mais en plus, le fait que le prix du pétrole ait augmenté, donc on a été doublement frappé parce qu'on importe le pétrole. Mais par contre, on exporte du coton. Donc en principe, ces retombées aussi devraient être positives. Donc tout va dépendre de ce que l'État va choisir comme politique économique et on appelle ça quoi qu'il en coûte, parce qu'on ne compte plus. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on puisse juguler l'inflation et que les citoyens se portent mieux. Parce que si l'objectif de toute politique économique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci. On va aller avec la chronique culturelle de Georges qui nous parle aujourd'hui de Tina Warren qui lance sa tournée internationale à Bamako. Oui, Alexis, Tina Warren, avant de prendre leur envol, le groupe connu mondialement pose leur tente ici à Bamako, enfin, parce que le concert annoncé depuis plusieurs semaines avait été décalé, reporté au gré des actualités du pays. Tina Warren, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un groupe de musique originaire du nord du Mali. Leur style de musique, ça s'appelle du Assouf. Au fait, c'est un mélange de guitare électrique avec des sonorités traditionnelles. Donc c'est une musique qui parle de... Takamba? Non, c'est pas exactement ça. C'est pas du Takamba, c'est plus proche de la musique traditionnelle keltamachek, donc touareg, donc avec l'électrification de la guitare, donc ça donne une sorte de blues ou de rock touareg au gré des rythmes. Donc c'est une musique très mélancolique qui parle de la souffrance, mais aussi de l'exil, donc qui parle aussi de ce que le peuple a sur le cœur. Donc c'est une musique qui parle au cœur mais aussi à l'oreille, puisque ce sont des mélodies, mais Alexis, ce ne sont pas des berceuses en fait, puisque même si Tina Warren parle principalement aux communautés qui vivent ici au Sahel, mais c'est un message universel. Par exemple dans le titre Isler Tagram Tifamam, au fait le leader du groupe, par exemple, Abraibon, il parle du fait que les leaders, il a entendu que les leaders ont été dans de grandes écoles, qu'ils ont fait de grandes études brillantes, mais il se pose la question, malgré tout cela, qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple en fait, qu'est-ce que vous avez fait pour vos communautés? Donc c'est aussi un message universel qui sied bien avec la réalité actuelle qu'on vit aujourd'hui dans le monde, puisque comme l'économiste Modibo Mao Makalou l'a dit, je le paraphrase, ventre affamé n'a point d'oreille, donc c'est un message universel que ce groupe chante. Donc écoutons un extrait de ce titre juste avant de continuer. D'accord.
Donc pour ceux et celles qui ne comprennent pas ou qui zappent un peu comme Aminata Yattara, donc le groupe parle de ça, de ce que les leaders ont fait pour leur communauté, et c'est un message qui revendique plus pour les populations. Mais ce groupe est très connu à l'international. Ils ont déjà remporté un Grammy Awards et puis plein d'autres prix, mais Alexis, il reste encore une reconnaissance nationale officielle pour que Tinariwen soit encore plus considéré comme des ambassadeurs de la culture malienne, mais des ambassadeurs aussi des communautés, mais du Mali dans son ensemble. Je sais qu'ils peuvent compter sur toi pour cela. On va vous encourager pour ça. Alors nous revenons avec Modibo Mao Makalou, toujours pour parler non seulement des 277 milliards que nous avons levés, mais également un peu de l'actualité économique du pays. Mais de façon générale, l'un des soucis de la communauté internationale, c'était que d'abord avec la Chine qui donnait des prêts à tout vent, que on ne puisse plus maîtriser le niveau d'endettement. Donc vous parliez tout à l'heure du niveau d'endettement, mais également de la soutenabilité de la dette. Et malheureusement, de plus en plus, on a des dettes contractées plus pour la consommation que pour l'investissement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va poser problème? Oui, ça va poser individuellement des problèmes à certains États, mais des États qui harmonisent leur politique économique un peu moins, parce qu'ils sont sous surveillance macroéconomique. J'ai dit que la dette était plafonnée à 70% du PIB pour l'UEMOA. Mais vous savez, le pays le plus endetté d'Afrique est à 212% de son PIB. 212% de son PIB. Et généralement, ce sont des pays qui ont leur propre monnaie nationale, leur propre banque centrale. Et généralement, c'est un des avantages d'avoir une monnaie commune, parce que il y a des mécanismes de surveillance au niveau macroéconomique, déficit budgétaire, même les recettes fiscales, par exemple, même les salaires par rapport la masse salariale par rapport aux recettes fiscales, etc. Tout cela est passé sous contrôle. Mais comme je l'ai dit, tout dépend de la soutenabilité de la dette. Vous êtes endetté, qu'est-ce que vous avez fait de votre stock de dette? Vous avez financé quoi avec votre dette? C'est ça qui est très important. Et la soutenabilité, c'est votre capacité de remboursement. Parce qu'évidemment, si vous n'avez fait que des éléphants blancs, des dépenses de prestige ou le fonctionnement, mais par contre, et même, notre déficit budgétaire, si je reviens au Mali, ce qui est inquiétant un peu entre la loi des finances 2021 et la loi des finances 2022, c'est que les dépenses budgétaires qui étaient de 68% dans la loi des finances 2021 sont passées à 72%. Vous savez pourquoi? À cause des revendications. Ouais. La masse salariale qui a augmenté de plus de 80 milliards. Et donc, ils sont en train de travailler sur une loi des finances rectificative, parce que avec la Covid et puis la crise en Ukraine, les dépenses, en fait, les recettes fiscales vont être en deçà de ce qui avait été prévu. Donc, il va falloir ajuster les dépenses budgétaires aussi à la baisse. Et ça veut dire que tout le monde va devoir se serrer la ceinture au niveau de l'État, en tout cas. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut avoir une bonne stratégie d'endettement, d'abord par rapport aux différents taux, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut financer, mais c'est surtout la discipline par rapport à la loi des finances. Et surtout mais finalement, vous semblez dire c'est une bonne chose d'avoir une monnaie commune, d'avoir le CFA. Il y a des aspects, oui, positifs. Il y a des aspects positifs parce que le fait, si nous n'avions pas le CFA, je pense que notre sous-région aurait connu une crise beaucoup plus grave. Vous voyez, le Ghana, qui est peut-être une des stars, un des pays phares de notre sous-région, est en sérieuse difficulté économique et vient de faire appel au FMI. Et pourtant, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Covid est venu, la crise en Ukraine est venue. Vous savez, la difficulté avec nos pays, ce sont les chocs
exogènes. Mais quand les États-Unis n'arrivent pas à faire face à une crise et que l'Europe, les 27 pays européens réunis n'arrivent pas à faire une crise, mais vous croyez qu'un petit pays avec sa monnaie nationale peut faire face à cette crise? Non. Plus vous êtes unis, parce que ce qui se passe avec l'UEMOA, c'est que nous mettons nos ressources ensemble. Nous mettons nos ressources ensemble, ça nous rend plus forts pendant cette période de crise. Mais évidemment, il y a d'autres inconvénients, c'est peut-être la flexibilité. Moi, par contre, par rapport à notre zone monétaire, ce que je reproche, c'est que les taux d'intérêt sont trop élevés. Le coût de la dette aussi. Oui, mais c'est surtout ça. Mais imaginez que le principal reproche que je fais au niveau de la Banque centrale, c'est qu'elle prête de l'argent à 2,25% aux banques commerciales. 2,25%. Mais les taux, il y a des banques qui prêtent jusqu'à 18%. Rien ne justifie ça, parce que normalement, vous devez y incorporer vos charges, et puis peut-être dépendant du client, le risque. Mais normalement, les clients préférentiels, ça ne devrait pas dépasser 6% à mon avis. Et aussi, la durée, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne favorise pas des durées longues pour les crédits. Et donc, ça ne favorise pas l'investissement. Tout à fait. Et moi, je pense qu'une banque centrale doit être là, doit favoriser l'investissement au niveau national. Et donc, doit fournir des crédits, doit permettre aux banques commerciales de fournir des crédits de plus longue durée et à plus long terme. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler de ce débat qui ne finit pas sur l'opportunité de garder le franc CFA, d'aller à l'éco, de casser l'arrimage avec l'euro et la Banque centrale française. Finalement, quelle est la position médiane qu'on peut dégager? Bon, il y a plusieurs solutions, mais moi, à terme, je suis pour l'éco de la CEDEAO. Mais vous savez que ça a été reporté à 2027. Ouais. Hein? Pour la raison que je viens de vous annoncer, le Nigeria, ils sont à 19% de taux d'intérêt. Critères de convergence. Critères de convergence. Le Ghana, et ce sont les deux premières économies. Le Ghana est à 30% de taux d'inflation. Et vous imaginez que ces deux constituent 75% du PIB de la CEDEAO. Le Nigeria et le Ghana. Donc sans eux, on ne peut pas faire de monnaie. Donc le temps que ces deux pays mettent de l'ordre dans leurs finances, et bon, pour le moment, je pense que les pays les plus avancés, en plus des pays de l'UEMOA qui ont le franc CFA, il y a peut-être le Cap-Vert, et je pensais le Ghana, mais le Ghana est en difficulté. Je pense que ça va être momentané, parce qu'ils ont les ressources pour cela, surtout les ressources humaines, pour pouvoir gérer ça. Maintenant, la réforme du franc CFA a été partiellement faite. C'est-à-dire que le compte d'opération, ce n'est pas au niveau de la Banque de France, ce n'est pas la Banque de France qui garantit le CFA, c'est le Trésor français. Et donc, ce mécanisme, le compte d'opération a été fermé. Mais peut-être qu'il va falloir. Ça a été fermé en 2020. Vous savez que le président Macron et le président Ouattara avaient quand même signé, annoncé la fin du franc CFA comme on le connaissait, et les réformes. Donc, le compte d'opération a été fermé en fin 2020. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est que le compte d'opération. Le compte d'opération, c'était un compte à vue ouvert au niveau du Trésor français. Et par ce mécanisme, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que tout ce que nous avions, ce dont nous avions besoin en termes de devises, donc on pouvait de manière illimitée convertir des CFA en euros. Mais ce compte, ça appartenait à la Banque centrale. C'est un compte de la Banque centrale qui peut tirer, ce n'était pas un compte du Trésor français, c'est un compte ouvert au Trésor français à vue, donc sur lequel la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avait la même mise. Et ce compte était rémunéré au taux interbancaire. Mais en même temps, ce que ça faisait, disons que une compagnie malienne, disons la CMDT vendait du coton, si elle vendait pour 100 millions de dollars de coton, donc ces 100 millions de dollars sont envoyés à la CMDT, mais ça atterrit d'abord dans le compte de la Banque centrale. Et quand le compte d'opération fonctionnait, qu'est-ce que la Banque centrale faisait? Sur le compte à vue, elle déposait 50 millions de dollars sur le compte, au cas où la CMDT a besoin d'euros ou de n'importe quelle monnaie. Mais les 100 millions étaient crédités en CFA dans le compte de la Banque centrale. Et la Banque centrale gardait les autres 50 millions. Donc elle gardait 50 millions, elle envoyait 50 millions
au compte d'opération, qui est son autre compte à vue, et elle acheminait l'équivalent de 100 millions de dollars dans le compte de la CMDT ici au Mali. Voilà comment ça fonctionnait, mais les gens disaient non, on garde la moitié de notre argent là-bas. Mais en contrepartie, qu'est-ce que ça pouvait rapporter à la CMDT? Tout ce dont la CMDT avait besoin, si elle avait besoin même de 200 millions de dollars en euros, parce qu'il y avait ce compte à vue là-bas qui garantissait une partie, tout ce qu'elle voulait, elle pouvait convertir sans avoir... Alors que les autres pays qui n'ont pas ce compte d'opération, ils sont obligés d'avoir les devises, c'est-à-dire au niveau de la banque centrale. Par exemple, si c'était la Guinée, tant si elle n'a pas les devises au niveau de la banque centrale, personne ne va lui donner de l'argent pour acheter quelque chose à l'extérieur. Il y a les pertes de change. Voilà, les pertes de change. Bon, donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense que irrémédiablement, il faut que les pays quand même puissent battre monnaie et que notre banque centrale, qui sera de toute façon la forme de la future banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est déjà connue, ce sera une banque centrale de type fédéral et ce sera une monnaie flexible, donc ce ne sera pas une monnaie fixe et elle sera arrimée à un panier de monnaie. Donc ce ne sera pas une seule monnaie, ce sera certainement peut-être 3 ou 4 des plus importantes monnaies. Parce que ce qui est très important aussi en matière de monnaie, c'est que vous devez fixer votre parité en fonction de votre pays partenaire, avec les pays avec lesquels vous échangez. Mais vous savez, les pays africains aujourd'hui, notre premier partenaire commercial c'est qui? La Chine. Et deuxième, l'Union européenne. Donc les États-Unis sont loin derrière, l'Inde est troisième. Et les États-Unis quatrième. Et la Russie est très loin derrière parce qu'elle n'est qu'à 20 milliards, on compte 200 milliards pour la Chine. Voilà. D'accord, on aura l'occasion de remettre ça. C'est vrai que depuis longtemps nous cherchons Modibo Mao-Makalo qui nous a toujours feinté. Mesdames et messieurs, nous avons été honorés de passer ces moments en votre compagnie. Nos invités étaient Modibo Mao-Makalo, chroniqueur habituellement On refait l'actualité, et Abdoulaye Guindo, membre de Modèle Mali. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci et à la semaine prochaine.